La jeune fille sans abri, sale et sans le sou, traversa en courant la foule de gens élégamment vêtus. Ses baskets déchirées claquaient sur le sol en marbre de la magnifique église. Tous s'exclamèrent et la montrèrent du doigt, mais elle ne s'arrêta pas. Elle a agrippé la main du millionnaire, juste devant sa fiancée dans sa somptueuse robe de mariée blanche. La mariée, sous le choc, en resta bouche bée. Les gardes du corps se sont précipités, prêts à emmener la jeune femme. « S'il vous plaît » cria la jeune fille. « Écoutez-moi. Ne l'épousez pas, c'est un piège. » Le millionnaire la dévisagea. Tout le monde pensait que cette jeune sans-abri allait être mise à la porte, voire arrêtée. Mais il n'en fut rien. La jeune fille sortit de sa poche un vieux téléphone portable fissuré et appuya sur un bouton. Une voix de femme sortit du petit haut-parleur. C'était celle de la mariée, qui proférait des horreurs à propos d'un vol et d'une escroquerie envers le millionnaire. 5 secondes. Il n'en fallut pas plus pour que le monde du millionnaire s'écroule. Il écouta l'enregistrement. Son visage devint livide. Ses mains se mirent à trembler. Puis, en regardant sa magnifique épouse, il comprit enfin la vérité. Quelques minutes plus tard, il retourna dans l'église et prononça les mots que personne n'attendait. Le mariage est annulé. Bonjour les amis. Bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. New York? Londres? Peut-être l'Afrique du Sud ou la Jamaïque. On veut savoir. Raphaël Anderson était un millionnaire de 41 ans qui avait bâti sa fortune lui-même et l'un des hommes d'affaires les plus respectés de la ville. Il possédait 3 hôtels, 2 restaurants et une chaîne de café. Sa photo paraissait dans les magazines. Les journalistes l'interviewaient sur sa réussite et ses affaires. Mais Raphaël n'était pas seulement riche. Il était aussi généreux. Il y a 10 ans, après le décès de sa première épouse dans un accident de voiture, Raphaël a créé une fondation pour aider les personnes démunies. La fondation Anderson a distribué de la nourriture aux familles affamées. Elle a financé la scolarité d'enfants. Elle a construit des abris pour les sans-abri. Raphaël n'a jamais oublié d'où il venait. Avant d'être riche, il avait aussi connu la pauvreté. Sa mère l'a élevé seul, cumulant 2 emplois pour pouvoir nourrir sa famille. Après avoir fait fortune, il décida de rendre l'appareil. Raphaël allait se remarier. Sa fiancée était Clara Brown, une belle femme de 35 ans issue d'une famille aisée. Elle avait des cheveux parfaits, des vêtements parfaits et un sourire parfait. Tout le monde disait qu'ils formaient un couple parfait. Clara travaillait dans une galerie d'art en centre-ville. Elle assistait à toutes les soirées importantes et aux événements caritatifs. Lorsqu'elle et Raphaël se sont fiancés il y a 6 mois, leur photo a fait la une du journal. Le titre était « La célibataire la plus convoitée de la ville retrouve enfin l'amour ». Personne ne connaissait la vérité sur Clara. Personne, sauf une personne, Lina. Lina avait 12 ans, mais la vie dans la rue lui donnait un air à la fois plus vieux et plus jeune. Plus vieux, car ses yeux en avaient trop vu. Plus jeune, car elle était petite et maigre, faute de manger suffisamment. Elle était sans abri depuis 2 ans, depuis la mort de sa mère. Lina n'avait aucune autre famille, ni père, ni grands-parents, ni oncle ni tante. L'État l'avait placée dans une famille d'accueil, mais les personnes qui y travaillaient étaient méchantes. Ils lui ont crié dessus et l'ont enfermée dans sa chambre. Alors, une nuit, Lina s'est enfuie. Vivre dans la rue était dur, mais au moins elle était libre. Elle dormait à différents endroits, sous des ponts, dans des parkings souterrains, derrière des bennes à ordures. Mais son endroit préféré, celui où elle se sentait le plus en sécurité, était la vieille église Saint-Michel, rue Maple. Saint-Michel était une grande église en pierre qui se dressait dans la ville depuis plus d'1 siècle. Elle était ornée de hauts vitraux représentant des anges et des saints. Le jour, les gens venaient prier ou assister aux offices. La nuit, elle était censée être fermée et vide. Mais Lina avait trouvé un moyen d'entrer. Il y avait une petite fenêtre au fond de l'église, près des toilettes, qui ne fermait pas correctement. Si on savait comment la pousser, elle s'ouvrait. Lina se faufilait, se laissait tomber sur le sol des toilettes, puis se glissait dans l'église principale. Elle dormait derrière le dernier banc en bois, tout au fond, là où personne ne s'asseyait jamais. Elle avait une fine couverture qu'elle gardait cachée sous le banc, et la nuit, elle s'en enveloppait et dormait à même le sol froid. Ce n'était pas confortable. Il ne faisait pas chaud. Mais c'était sûr. Et pour Lina, la sécurité était primordiale. C'est aussi à l'église que Lina avait entendu parler pour la première fois de Raphaël Anderson. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était il y a environ 1 an, elle avait alors 11 ans. Elle attendait devant une soupe populaire pour recevoir un repas gratuit.
Un bénévole distribuait des sandwichs et parlait de la Fondation Anderson. Ce repas est gratuit grâce à monsieur Raphaël Anderson, a déclaré le bénévole. Il a créé cette fondation pour aider les personnes dans le besoin. Il est convaincu que chacun mérite une chance. Ce jour-là, Lina reçut son sandwich, dinde fromage sur pain complet, le meilleur qu'elle ait mangé depuis des semaines. Elle n'oublia jamais son nom, Raphaël Anderson. C'était quelqu'un de bien. L'une des rares personnes à avoir réellement aidé au lieu de simplement passer son chemin. C'est pourquoi, lorsqu'elle a entendu Clara Brown parler à l'église ce soir-là, Lina a su qu'elle devait agir. Cela s'est passé 2 semaines avant le mariage. Lina dormait à sa place habituelle, derrière le banc du fond, lorsqu'elle entendit des voix. Au début, elle pensa que c'était le vent ou peut-être un rêve. Mais ensuite, elle les entendit distinctement. Des gens parlaient à l'intérieur de l'église. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Son cœur se mit à battre la chamade. Les voix provenaient de la sacristie, une petite pièce à l'avant de l'église où le prêtre rangeait ses vêtements liturgiques et autres objets du culte. Cette pièce était toujours fermée à clé la nuit. Toujours. Mais quelqu'un s'y trouvait maintenant. Lina resta parfaitement immobile et écouta. Elle savait se taire. Dans la rue, le silence pouvait vous sauver la vie. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda une voix d'homme. « Bien sûr que ça va marcher », répondit une femme d'une voix douce et assurée. « Raphaël me fait entièrement confiance. Le pauvre est tellement amoureux qu'il ne voit pas l'évidence. » L'homme rit. « Tu l'as vraiment berné. » « Ce n'était pas difficile, dit la femme. Les hommes riches sont faciles. Il suffit d'être joli, de sourire beaucoup et de faire semblant de s'intéresser à leur travail de fondation ennuyeux. Raphaël pense que je suis une femme douce et attentionnée qu'il aime. Il n'en a aucune idée. » Lina serra sa couverture dans ses mains. Quelque chose de grave se passait. Elle le sentait. « Que se passe-t-il après le mariage ?» demanda une autre voix, visiblement nerveuse. « Après le mariage, tout change, » répondit la femme. « J'ai déjà fait rédiger les documents par mon avocat. Dès que Raphaël les signera en tant que mon mari, le transfert sera automatique. La moitié de tous ses biens me reviendra de plein droit. » La moitié. La voix nerveuse laissait transparaître de la surprise. La moitié pour commencer, corrigea la femme. Mais je ne m'arrêterai pas là. Pendant notre lune de miel, je lui ferai signer une procuration. Il croira qu'il s'agit simplement de formalités administratives normales pour les couples mariés. Mais en réalité, cela me donne le contrôle de tous ses comptes et de toutes ses entreprises. « Et la fondation Anderson ?» demanda le premier homme. « Surtout la fondation, » répondit la femme, et Lina perçut le sourire dans sa voix. « Savez-vous combien d'argent transite par cette organisation caritative chaque année ? Des millions. Et une fois que j'en aurai le contrôle, je pourrai rediriger ces fonds où bon me semble. Raphaël a bâti un empire, et il est sur le point de m'en remettre les clés sans même s'en rendre compte. » Lina avait la nausée. Cette femme allait tout voler à Raphaël Anderson, l'homme qui aidait les affamés. L'homme qui a donné une chance à des enfants sans abri comme elle. « Le mariage est dans 2 semaines, » a poursuivi la femme. « Samedi 15 juin à 15h, ici même, à l'église Saint-Michel. Tout doit être parfait. Il ne doit rien soupçonner. Et s'il découvre la vérité ? Demanda une voix nerveuse. La femme rit. Ce n'était pas un rire bienveillant. Qui allait le lui dire ? Et même si quelqu'un le faisait, qui croirait-il ? Un inconnu qui l'accuserait, ou sa fiancée adorée, Clara Brown ? Clara Brown. Les yeux de Lina s'écarquillèrent dans l'obscurité. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait vu dans le journal, à côté de la photo de Raphaël Anderson. Clara Brown était sa fiancée. La femme qu'il allait épouser. Et elle projetait de le détruire. Pendant les 3 nuits suivantes, Lina les entendit se rencontrer dans la sacristie. Toujours tard dans la nuit. Toujours quand il pensait être seul. Clara venait accompagnée de 2 hommes. L'un d'eux était son avocat, un homme maigre à la voix rauque qui parlait de contrats et de documents juridiques. L'autre était un associé, quelqu'un qui aiderait Clara à vendre les propriétés de Raphaël une fois qu'elle en aurait pris le contrôle. Chaque soir, Lina en apprenait davantage sur leurs plans. Elle les entendait parler des hôtels qu'ils vendraient en premier. Elle les entendit discuter de la façon de transférer de l'argent, sans que Raphaël ne s'en aperçoive tout de suite. Elle entendit Clara répéter les mensonges qu'elle allait raconter. « Je t'aime tellement, Raphaël », dit Clara un soir, la voix empreinte d'une fausse douceur. « Bien sûr, je signerai tout ce dont vous avez besoin. Nous sommes partenaires maintenant. » Puis elle a ri, et son rire était froid et méchant. « Cet imbécile croit vraiment que je me soucie de ses stupides œuvres caritatives. » Lina porta sa main à sa bouche pour étouffer un cri. Elle était à la fois en colère et effrayée.
Raphaël Anderson l'avait aidée quand elle avait faim. Il avait aidé tant de gens. Et cette femme odieuse allait le ruiner. Mais que pouvait faire Lina? Ce n'était qu'une enfant des rues. Personne n'écoutait les enfants des rues. Si elle était allée voir la police en disant qu'une riche dame complotait pour escroquer un millionnaire, il se serait moqué d'elle. Il pourrait même l'arrêter pour être entrée dans l'église après les heures d'ouverture. Il lui fallait des preuves. De vraies preuves, des preuves crédibles. La 4e nuit, Lina prit une décision. Elle avait un vieux téléphone portable, pas un modèle sophistiqué, juste un téléphone bon marché qu'elle avait trouvé dans une poubelle des mois auparavant. Il fonctionnait encore, tant bien que mal. L'écran était fissuré et la batterie ne tenait pas longtemps, mais l'appareil pouvait encore enregistrer du son. Lorsqu'elle entendit les voix dans la sacristie cette nuit-là, Lina fit un geste courageux et périlleux. Elle se glissa hors de derrière son banc et se dirigea silencieusement vers l'avant de l'église. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde l'entendrait. La porte de la sacristie était fermée, mais il y avait un interstice en bas, juste assez grand pour laisser passer le son. Lina s'allongea sur le sol froid et glissa son téléphone contre cet interstice. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton d'enregistrement. « Reprenons le déroulement des événements une dernière fois », dit Clara d'une voix claire et assurée. « Le mariage est ce samedi », répondit l'avocat. « Vous et Raphaël signerez l'acte de mariage juste après la cérémonie. Cela officialisera le transfert de propriété. »« Et la procuration ?» demanda Clara. « Je vous l'apporterai à votre hôtel de lune de miel, » dit l'avocat. « Dites à Raphaël que ce sont des documents administratifs courants pour les couples mariés. Formulaire d'assurance, relevé de compte joint, ce genre de choses. Cachez la procuration au milieu. Il signera sans lire attentivement. Il vous fait confiance. »« Parfait, » dit Clara. « Avant même qu'il ne comprenne ce qui s'est passé, je contrôlerai tout. Les hôtels, les restaurants, les cafés, et surtout sa précieuse fondation. Tout cet argent gaspillé pour les pauvres, je vais en faire un bien meilleur usage. »« Et s'il riposte ?» demanda l'associé, nerveux. Clara rit. « Avec quoi ? Une fois que j'aurai une procuration, je pourrai bloquer ses comptes. Je pourrai l'empêcher d'accéder à ses propres entreprises. Et s'il essaie de me poursuivre en justice, ça prendra des années. D'ici là, j'aurai mis l'argent en lieu sûr. Raphaël Anderson n'aura plus rien. » Les yeux de Lena se remplirent de larmes tandis qu'elle écoutait. C'était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. Clara n'allait pas se contenter de voler Raphaël, elle allait le détruire complètement. « Il croit vraiment que je l'aime, » dit Clara d'un ton moqueur. « Il me prend pour une femme douce et attentionnée qui partage ses valeurs. Quelle blague! Je prépare ça depuis le jour où je l'ai rencontré. Un veuf riche et solitaire, avec un complexe de héros, une cible facile. Vous avez parfaitement joué votre rôle, » dit l'avocat avec approbation. « Je sais, » répondit Clara. « J'allais à tous les événements caritatifs ennuyeux. Je souriais à tous les sans-abri sales. Je faisais semblant de m'intéresser à sa femme décédée et à sa triste petite histoire. Tout cela en valait la peine pour cette récompense. » Lena sentait la rage la consumeur. Elle avait envie de défoncer la porte et de leur hurler dessus. Mais elle resta immobile et continua d'enregistrer au téléphone. 10 minutes plus tard, la réunion prit fin. Lena les entendit se préparer à partir. Elle attrapa son téléphone et regagna en hâte sa cachette, le cœur battant la chamade. Elle y arriva de justesse. La porte de la sacristie s'ouvrit et des pas résonnèrent dans l'église. Lena retint son souffle jusqu'à ce qu'il soit parti. Quand le silence retomba dans l'église, Lena regarda son téléphone. L'enregistrement avait fonctionné. Elle appuya sur lecture et entendit la voix de Clara, claire et sans équivoque, avouant tout le plan. Lena avait sa preuve. Mais le plus dur restait à venir. Que allait-elle en faire? Le lendemain, il faisait beau et chaud. Lena passa la matinée derrière l'église, assise sur une vieille caisse, à réfléchir. Elle mangea la moitié d'un bagel rassis trouvé dans les poubelles d'une boulangerie et essaya de trouver une solution. Elle ne pouvait pas aller voir la police, il ne l'aurait pas cru. Elle ne pouvait pas envoyer l'enregistrement à Raphaël, car elle n'avait ni son adresse e-mail ni son numéro de téléphone. Elle ignorait même où il habitait. Mais elle savait où il serait samedi. À l'église Saint-Michel. Pour se marier. Lena comprit ce qu'elle devait faire. Elle allait devoir interrompre le mariage elle-même. Elle allait devoir s'approcher de Raphaël Anderson, devant tous ces riches gens dans leurs habits de soirée, et le forcer à l'écouter. Cette idée la terrifiait. Et si les gardes la mettaient à la porte avant qu'elle ait pu s'expliquer? Et si Raphaël ne la croyait pas? Et si Clara la voyait en premier et l'arrêtait? Mais Lena savait qu'elle n'avait pas le choix. Raphaël l'avait aidée quand elle en avait eu besoin.
C'était maintenant à son tour de l'aider. Pendant les jours suivants, Léna observa attentivement l'église. Elle voyait les ouvriers aller et venir, installant fleurs et décorations. Elle vit Clara arriver à 2 reprises, vêtue de vêtements de luxe, souriante et riant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Une fois, Léna aperçut Raphaël en personne. Il arriva dans une voiture noire rutilante et entra dans l'église avec le prêtre. Il était grand et beau, avec des cheveux bruns et un regard doux. Il portait un beau costume, mais n'avait rien d'arrogant. Lorsqu'il tint la porte ouverte pour une vieille dame qui portait ses courses, Léna fut encore plus convaincue d'avoir bien agi. Cet homme ne méritait pas ce que Clara lui réservait. Le vendredi soir, la veille du mariage, Léna a à peine dormi. Elle a gardé son téléphone chargé et prêt à l'emploi. Elle répéta ce qu'elle allait dire. « Monsieur Anderson, écoutez-moi bien. Votre fiancé essaie de vous tromper. J'ai des preuves. M'écouterait-il ? Qui écouterait une gamine sale et sans abri ? » Léna n'en savait rien. Mais elle devait essayer. Le samedi matin arriva radieux. C'était le genre de journée parfaite dont on rêve pour un mariage. Ciel bleu, soleil chaud, chant d'oiseaux. Léna se lava le visage et les mains aux toilettes de l'église. Elle essaya de démêler ses cheveux emmêlés avec ses doigts. Elle se regarda dans le miroir et vit une fille maigre, les yeux effrayés et des vêtements qui ne lui allaient pas. « Tu peux le faire, » murmura-t-elle à son reflet. « Vous n'avez pas le choix. » Vers midi, les invités ont commencé à arriver. Des voitures de luxe se sont garées devant l'église Saint-Michel. Des femmes en robes colorées et grands chapeaux firent leur apparition. Des hommes en costumes élégants les suivirent. Tous paraissaient propres, impeccables et importants. Léna observait la scène de l'autre côté de la rue, cachée derrière une camionnette garée. Elle sentait son courage l'abandonner. Ces gens étaient si différents d'elle. Ils vivaient dans un autre monde. Ils la regardaient et ne voyaient qu'un déchet, pas une personne. Mais alors, elle se souvint de la voix de Clara sur l'enregistrement. Tout cet argent gaspillé pour les pauvres. Clara ne voulait pas seulement voler Raphaël, elle voulait détruire la fondation qui aidait les enfants comme Léna. Elle voulait priver Léna de la seule chose positive qu'elle ait jamais connue. Cette pensée mit Léna en colère. Et la colère était plus forte que la peur. À 14h30, une longue voiture blanche s'arrêta. La porte s'ouvrit et Clara sortit. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées. Sa robe de mariée blanche scintillait au soleil. Ses cheveux étaient impeccables. Son maquillage était parfait. Elle a souri et salué les photographes rassemblés pour prendre des photos. Personne, en la voyant, n'aurait pu deviner sa véritable nature. 10 minutes plus tard, une autre voiture arriva. Raphaël en sortit, l'air nerveux mais heureux. Il ajusta sa cravate et prit une profonde inspiration. Il était loin de se douter qu'en moins d'1 heure, sa vie basculerait. À moins que Léna ne l'en empêche. Elle vérifia une dernière fois son téléphone. L'enregistrement était prêt. Ses mains tremblaient, mais elle serrait fermement le téléphone. Les cloches de l'église se mirent à sonner. 3 heures. Le mariage allait commencer. Léna prit une profonde inspiration et sortit de derrière la camionnette. Des gardes de sécurité se tenaient à l'entrée de l'église. De grands hommes en costume noir, au visage grave. Ils étaient là pour empêcher l'entrée de tous ceux qui n'avaient rien à faire là. Des gens comme Léna. Elle marchait vers l'église, ses baskets déchirées crissant sur le trottoir. Son cœur battait la chamade. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Quelques invités en retard la dépassèrent en hâte. Une femme fronça le nez et resserra son sac à main de luxe, comme si elle craignait que Léna ne le lui vole. Un homme en costume gris ne la regarda même pas. À ses yeux, elle était invisible. Léna arriva en bas des marches de l'église. Les agents de sécurité la remarquèrent immédiatement. « Continue d'avancer, gamine », dit l'un d'eux. Il avait un cou épais et des bras comme des troncs d'arbres. « C'est un événement privé. Je dois parler à monsieur Anderson », dit Léna. Sa voix était plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. « C'est important. » Le garde rit. « Oui, j'en suis sûr. Allez, filez d'ici avant que j'appelle la police. »« S'il vous plaît », supplia Léna. 5 minutes seulement. Je dois lui dire quelque chose. J'ai dit de bouger. Le garde fit un pas vers elle. Léna recula en trébuchant. La peur la parcourut. Un instant, elle a failli s'enfuir. Il aurait été si facile de disparaître, de retourner se cacher et de laisser le mariage avoir lieu. Mais elle repensa alors au visage bienveillant de Raphaël. Elle repensa à toutes les personnes que la Fondation Anderson avait aidées. Elle repensa au sandwich à la dinde qu'elle avait mangé 1 an auparavant, et au fait que c'était la première fois depuis des semaines qu'elle ne se couchait pas le ventre vide. Elle ne pouvait pas abandonner.
Pas maintenant. À l'intérieur de l'église, Léna entendit la musique commencer. La cérémonie de mariage allait débuter. Le temps lui était compté. Léna prit une décision. Elle se précipita sur la gauche, tentant de contourner le garde et de monter les escaliers. Elle était petite et rapide. Dans la rue, elle avait appris à se faufiler dans les passages étroits. Mais le garde était plus rapide. Sa grosse main l'attrapa par le col de sa chemise et la tira en arrière. Léna trébucha et faillit tomber. « Je t'ai dit de dégager !» cria-t-il. « Lâche-moi !» Léna pleurait. « Tu ne comprends pas, il est en danger. Le seul en danger ici, c'est toi, gamine. Maintenant, foutez le camp. » L'autre garde sortit son téléphone. « Dois-je appeler la police ? » ? « Non, je vous en prie. » La voix de Léna était maintenant désespérée. Des larmes se mirent à couler sur son visage. « Laissez-moi juste lui parler. S'il vous plaît. Elle va tout voler. C'est un piège. » Les gardes échangèrent un regard. Ils la prenaient pour une folle. Une gamine des rues de plus qui cherchait les ennuis. Mais les cris de Léna avaient attiré l'attention. Quelques invités qui se trouvaient encore dehors se retournèrent. Ils chuchotèrent entre eux et montrèrent du doigt. C'est alors que, par les portes ouvertes de l'église, Léna l'aperçut. Raphaël Anderson se tenait au fond de l'église, à côté du prêtre. Il regardait vers le fond, attendant que sa fiancée remonte l'allée. Mais le tumulte à l'extérieur avait attiré son attention. Il tourna la tête vers l'entrée en fronçant les sourcils. Leurs regards se croisèrent. Raphaël regarda Léna un instant. Il vit une jeune fille maigre en pleurs, soutenue par un agent de sécurité. Il vit quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et comme Raphaël Anderson était le genre d'homme qui avait passé 10 ans à aider les plus démunis, il ne détourna pas le regard. Il leva la main pour faire signe à quelqu'un. Puis il commença à descendre l'allée, s'éloignant de l'hôtel en direction de l'entrée. « Monsieur Anderson » appela l'un des gardes. « Toutes nos excuses, monsieur. Nous nous en occupons. » Mais Raphaël l'ignora. Il s'approcha de Léna et la regarda. De près, elle put voir que ses yeux étaient bruns et chaleureux. Ni en colère ni agacée, juste curieuse et inquiète. « Que se passe-t-il » demanda-t-il doucement. La bouche de Léna s'assécha. C'était le moment. C'était sa chance. Elle avait peut-être 30 secondes avant que quelqu'un ne l'emmène de force. « Ne l'épousez pas » s'écria Léna d'un trait. Les mots lui échappèrent, rapides et confus. « Je vous en prie, monsieur Anderson. N'épouse pas Clara Brown. C'est un piège. Elle ne t'aime pas. Elle veut juste votre argent. Elle va tout voler, vos hôtels, vos restaurants, la fondation, tout. » Les sourcils de Raphaël se sont levés. Derrière lui, Léna aperçut des invités qui tendaient le cou pour regarder. Quelqu'un laissa échapper un cri d'étonnement. La musique s'était arrêtée. « C'est une accusation assez grave », dit lentement Raphaël. Il n'avait pas l'air en colère, mais il n'avait pas l'air convaincu non plus. « Qui êtes-vous ? Comment le savez-vous ? » « Je dormais dans l'église », répondit Léna rapidement. « La nuit, quand c'était vide, je les ai entendus parler. Clara, son avocat et un homme d'affaires. Ils se réunissent dans la sacristie depuis 2 semaines, à tout planifier. Elle va te faire signer des papiers qui lui donneront le contrôle de tous tes biens. » Le visage de Raphaël se transforma. Une lueur passa dans ses yeux, du doute, peut-être de l'inquiétude. « C'est impossible. Clara ne ferait pas ça. J'ai la preuve. » Léna a sorti son téléphone, les mains tremblantes. « Je les ai filmés. Vous pouvez tout entendre. Écoutez, s'il vous plaît. 5 secondes. C'est tout ce que je demande. » Le vigile a pris le téléphone. « Monsieur, vous n'êtes pas obligé. » « Attendez. » Raphaël leva de nouveau la main. Il fixa Léna un long moment, étudiant son visage. « Tu es sérieuse, n'est-ce pas ? Tu crois vraiment ce que tu dis ? » « Je sais ce que j'ai entendu, » dit Léna. Sa voix était plus forte maintenant. « Et je sais qui vous êtes, monsieur Anderson. Votre fondation m'a aidé l'an dernier. J'ai reçu de la nourriture et des fournitures scolaires. Tu aides des gens comme moi. Alors maintenant, j'essaie de t'aider. » Le visage de Raphaël s'adoucit. Il hocha lentement la tête. « Laisse-moi t'entendre. » Les mains de Léna tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle trouva l'enregistrement et appuya sur lecture. Pendant un instant, il n'y eut que des grésillements. Le cœur de Léna se serra. Et si l'enregistrement avait échoué ? Et si le fichier était corrompu ? Soudain, la voix de Clara sortit du petit haut-parleur, claire et nette. « Raphaël me fait entièrement confiance. Le pauvre est tellement amoureux qu'il ne voit pas l'évidence.
Le visage de Raphaël pâlit. La voix de l'avocat suivit. Dès que Raphaël aura signé les documents en tant que votre époux, le transfert automatique aura lieu. La moitié de ses biens vous revient de droit. Les mains de Raphaël se mirent à trembler. La voix de Clara, à nouveau empreinte de moquerie, résonna. Il croit vraiment que je l'aime. Un veuf riche et solitaire, avec un complexe de héros? Une cible facile. Raphaël recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. D'autres voix s'échappaient du téléphone. La discussion portait sur la procuration. Clara envisageait de bloquer ses comptes. Son commentaire sur tout cet argent gaspillé pour les pauvres. Et puis le pire. Je planifie ça depuis le jour où je l'ai rencontré. J'allais à tous les événements caritatifs ennuyeux. Je souriais à tous les sans-abri sales. Je faisais semblant de m'intéresser à sa femme décédée et à sa triste petite histoire. Tout cela en valait la peine pour cette récompense. L'enregistrement s'acheva. Un silence pesant s'abattit sur l'entrée de l'église. Tous ceux qui s'étaient rassemblés pour assister à la scène restèrent figés, la bouche grande ouverte sous le choc. Le visage de Raphaël, autrefois pâle, était devenu grisâtre. Ses mains étaient crispées en poings le long de son corps. Sa mâchoire était crispée et Léna pouvait voir un muscle trembler dans sa joue. « Quand as-tu enregistré ça » demanda-t-il doucement. Sa voix sonnait étrange, plate et sans émotion, comme si elle en avait été vidée de toute sensation. « Il y a 4 jours, murmura Léna. Jeudi soir. Ils étaient en train de tout planifier. Raphaël hocha lentement la tête. Il leva les yeux vers l'église où sa fiancée l'attendait. 200 invités étaient assis sur les bancs, attendant la suite de la cérémonie. Le prêtre était sans doute perplexe quant à la disparition du marié. « Que vas-tu faire » demanda Léna. Raphaël se retourna vers elle. Un instant, elle crut voir une lueur briser dans ses yeux. Douleur, trahison et colère s'y mêlaient. Puis son expression se durcit. Ses épaules se redressèrent. Son menton se leva. « Je vais empêcher ce mariage, » dit-il. Sa voix était plus forte maintenant, empreinte de détermination. « Attendez ici. » Il se retourna et rentra dans l'église. Léna se tenait à l'entrée, le cœur battant la chamade. Les gardes de sécurité la dévisageaient, incrédules. Les invités qui avaient assisté à toute la scène chuchotaient entre eux avec urgence. À travers les portes ouvertes, Léna aperçut Raphaël qui redescendait l'allée. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les murmures s'intensifièrent. Raphaël atteignit l'autel où se tenait Clara. Elle était magnifique dans sa robe blanche, arborant un sourire d'une douceur feinte. Lorsqu'elle aperçut le visage de Raphaël, son sourire s'effaça. « Raphaël, » dit-elle assez fort pour que Léna l'entende. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu parti » Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il la regarda fixement, vraiment fixement, comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il se tourna vers la foule d'invités. « Je vous prie d'écouter attentivement, » dit Raphaël. Sa voix résonna dans toute l'église. « Il y a eu un incident. Quelque chose que je viens d'apprendre. Quelque chose qui change tout. » Clara pâlit. « Raphaël, de quoi parles-tu ? Allons, tout le monde attend. » « Le mariage est annulé, » dit Raphaël. L'église fut plongée dans le chaos. Les gens se levèrent d'un bond. Quelqu'un cria. D'autres se mirent à crier des questions en même temps. Quoi ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Le sourire parfait de Clara disparut. Son visage se crispa de panique. Raphaël, tes propos sont incohérents. Tu es juste nerveux. Le trac du jour J. Ça arrive à tout le monde. Allez, on. Arrête, dit froidement Raphaël. Arrête de parler. Il sortit son téléphone et le leva. L'enregistrement que Léna avait passé dehors était toujours sur son téléphone, mais Raphaël avait dû le prendre ou l'enregistrer lui-même, car maintenant la voix de Clara emplissait toute l'église grâce au système de sonorisation. Le pauvre est tellement amoureux qu'il ne voit pas ce qui est juste sous son nez. Clara écarquilla les yeux d'horreur. Elle devint livide. Un veuf riche et solitaire, avec un complexe de héros, une cible facile. Des murmures d'étonnement parcoururent l'église. Les gens se retournèrent pour fixer Clara. Certains semblaient choqués. D'autres semblaient dégoûtés. J'ai fait semblant de m'intéresser à sa femme décédée et à sa triste petite histoire. Tout cela en valait la peine pour le résultat. Raphaël arrêta l'enregistrement. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Veux-tu t'expliquer » demanda Raphaël à Clara. Sa voix était calme, mais chargée d'une rage à peine contenue. « Où devrais-je jouer la suite ? La partie où vous parlez de me voler ma fortune ?
Ou peut-être celle où vous traitez les gens que jettent de sales clochards et dites que mon œuvre caritative est inutile. Clara ouvrit la bouche, puis la referma. Ses mains tremblaient. Son maquillage impeccable ne parvenait pas à dissimuler la panique dans ses yeux. C'est une erreur, finit-elle par dire d'une voix aiguë et désespérée. Cet enregistrement est un faux. Quelqu'un l'a modifié. Quelqu'un essaie de nous nuire, Raphaël. Tu ne vois donc pas? On ne peut pas les laisser gagner. Faux. Le rire de Raphaël était amer et cruel. C'est ça ta défense? Je connais ta voix, Clara. Je l'écoute depuis 6 mois. Chaque mot sur cet enregistrement, c'est toi. L'avocat de Clara, assis au 3e rang, se leva brusquement et commença à se frayer un chemin vers la sortie. Raphaël le désigna du doigt. Arrêtez cet homme. Raphaël cria. Sécurité? Ne le laissez pas partir. Les gardes qui avaient tenté d'expulser Léna se précipitèrent alors dans l'église. Ils ont attrapé l'avocat avant qu'il n'atteigne la porte. Il s'est débattu et a crié « Lâchez-moi ». Je n'ai rien fait. C'est toi qui as établi ces faux documents, a dit Raphaël. Je t'ai entendu sur l'enregistrement. Tu ne bougeras pas d'un pouce tant que la police ne sera pas arrivée. La police? La voix de Clara se brisa. Elle regarda autour d'elle, paniquée, comme un animal pris au piège cherchant à s'échapper. Raphaël, s'il te plaît. On peut en parler. On peut trouver une solution. J'ai fait une erreur, d'accord? J'étais confus. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas te faire prendre, interrompit Raphaël. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Il lui tourna le dos et retourna dans l'allée. Clara tenta de le suivre, trébuchant sur ses talons hauts et sa robe élégante. Raphaël, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Quoi que vous ayez entendu, c'était la vérité, j'étais juste. Vous aviez juste l'intention de détruire ma vie, dit Raphaël sans se retourner. Vous alliez me voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu allais tout simplement supprimer la fondation qui aide les enfants affamés. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Dis-moi quelque chose, Clara. M'as-tu seulement un peu soucié de toi? La bouche de Clara s'ouvrit et se referma. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage. Mais Léna, qui observait depuis l'entrée, comprit que Clara ne pleurait pas par regret. Elle pleurait parce qu'elle avait été prise. Je t'ai posé une question, dit Raphaël. Je tenais à toi, balbutia Clara. Oui. Mais les choses se sont compliquées. J'avais des dettes envers Raphaël. J'avais besoin d'argent. Et tu en as tellement, pensai-je. Tu croyais me piéger pour que je t'épouse et ensuite tout voler? Conclut Raphaël. N'essaie pas de faire croire le contraire. Tu es un voleur. Un menteur. Et j'ai failli me faire avoir. Il regarda la foule d'invités stupéfaits. Je vous prie de m'excuser pour la perte de temps que j'ai occasionnée aujourd'hui. Le mariage est annulé. Il n'y aura pas de réception. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Raphaël se dirigea alors vers l'entrée où Léna se tenait encore. La foule s'écarta sur son passage, comme s'il était Moïse traversant la mer Rouge. Arrivé près de Léna, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. De près, elle put lire la douleur sur son visage. La trahison et la souffrance de celui qui avait été dupé par une personne en qui il avait confiance. Merci, dit-il doucement. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Vous le savez. Léna hocha la tête, incapable de parler. L'adrénaline retombant, elle se sentait tremblante et épuisée. Comment t'appelles-tu? Demanda Raphaël. Léna, murmura-t-elle. Léna, répéta Raphaël. C'est un très beau prénom. Quel âge as-tu? 12 ans. Les yeux de Raphaël se remplirent de tristesse. Et tu dormais dans l'église? Sans abri. Léna hocha de nouveau la tête. Depuis combien de temps? 2 ans. Depuis la mort de ma mère. Raphaël ferma les yeux un instant, comme si l'information lui faisait physiquement mal. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient humides de larmes. Plus maintenant, dit-il fermement. Vous comprenez? À partir de maintenant, vous n'êtes plus sans abri. La police était arrivée derrière eux. Les policiers interrogeaient Clara et son avocat. On recueillait des témoignages. L'église était sens dessus dessous. Les invités partaient en petits groupes désorientés, des photographes mitraillaient, des gens posaient des questions à voix haute. Mais Raphaël fit comme si de rien n'était. Il garda son attention fixée sur Léna. « Où sont tes affaires ?» demanda-t-il. « Tu as des affaires quelque part ?»« Juste une couverture, » dit Léna. « Derrière le banc du fond. »« D'accord, on va la chercher. » Puis, Raphaël marqua une pause, comme pour rassembler ses idées. « Écoutez,
je sais que tout cela se passe très vite. Et je sais que vous ne me connaissez pas vraiment. Mais je veux vous aider. Je veux vous offrir un refuge sûr. La nourriture, l'école, tout ce dont un enfant a besoin. Est-ce que ça vous conviendrait? Léna le fixa du regard. Elle avait passé 2 ans à apprendre à ne faire confiance à personne. Des adultes ont menti. Des adultes t'ont fait du mal. Des adultes ont fait des promesses et ont disparu. Mais Raphaël Anderson venait d'annuler son mariage à cause de ce qu'elle lui avait dit. Il l'avait cru quand personne d'autre ne l'avait fait. Il avait écouté une sans-abri plutôt que sa belle fiancée. Pourquoi? Demanda Léna. Pourquoi m'aiderais-tu? Raphaël sourit tristement. Parce que quelqu'un m'a aidé une fois, quand j'étais jeune et que je n'avais rien. Ma mère s'est épuisée à la tâche pour me donner ma chance. Elle m'a appris que lorsqu'on a la possibilité d'aider quelqu'un, on le fait. Sans poser de questions. Il repensa au chaos qui régnait dans l'église. Et parce que tu m'as aidé quand j'en avais le plus besoin. Tu m'as dit la vérité quand tous les autres mentaient. Ça vaut plus que de l'argent, Léna. Ça vaut tout. Un policier s'est approché d'elle. Monsieur Anderson? Nous devons vous poser quelques questions concernant la situation. Un instant, dit Raphaël. Il se tourna vers Léna. Tu m'attendras? Je dois régler ce problème. Après, on parlera de ton avenir. D'accord? Léna hésita puis acquiesça. Raphaël se leva et se tourna vers l'une de ses assistantes, une femme à l'air aimable vêtue d'une robe bleue qui l'avait suivie hors de l'église. Madame Thompson, voici Léna. Elle va rester chez nous. Pourriez-vous rester avec elle pendant que je parle à la police? Assurez-vous qu'elle ait à manger et à boire. Madame Thompson sourit chaleureusement. Bien sûr, monsieur Anderson. Raphaël serra doucement l'épaule de Léna, puis se dirigea vers les policiers. Léna le regarda partir. Elle se sentait étrange, pleine d'espoir et effrayée à la fois. Était-ce vraiment en train d'arriver? Sa vie pouvait-elle vraiment basculer en une seule journée? Madame Thompson s'assit sur les marches de l'église à côté d'elle. C'était très courageux ce que vous avez fait, dit-elle. Tu l'as empêché de commettre une terrible erreur. J'ai simplement dit la vérité, dit Léna d'une voix douce. La vérité n'est pas toujours facile à dire, répondit Madame Thompson. Surtout quand on a peur. Mais tu l'as fait quand même. Il faut un vrai courage pour ça. Ils étaient assis ensemble au soleil, regardant la police menotter Clara et son avocat. Clara pleurait et protestait encore. L'ourlet de sa belle robe blanche était sali. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient en désordre. Elle ne ressemblait en rien à l'élégante femme qui était sortie de la voiture blanche 1 heure plus tôt. Va-t-elle en prison? Demanda Léna. Probablement, a répondu Madame Thompson. Ce qu'elle a tenté de faire s'appelle une fraude. C'est totalement illégal. Elle passera probablement plusieurs années en prison. Léna n'éprouvait aucune satisfaction à voir Clara emmenée menottée. Elle se sentait simplement épuisée. Tu as faim? Demanda doucement Madame Thompson. L'estomac de Léna répondit par un grondement sonore. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait mangé autre chose que des restes trouvés dans la poubelle. Madame Thompson a ri. Je prends ça pour un oui. Allons-y. Il y a un café un peu plus loin. Monsieur Anderson nous y rejoindra quand il aura terminé. Le café était petit et chaleureux, avec des bottes en cuir rouge et une odeur de café frais et de bacon qui flottait dans l'air. Madame Thompson a commandé à Léna un cheeseburger, des frites et un milkshake au chocolat. Quand le plat est arrivé, Léna l'a dévisagé. Il semblait tout droit sorti d'un rêve. Le hamburger était énorme et juteux. Les frites étaient dorées et chaudes. Le milkshake était épais et garni de crème fouettée. Vas-y, l'encouragea Madame Thompson. Mange autant que tu veux. Léna prit le hamburger d'une main tremblante et en prit une bouchée. C'était le plat le plus délicieux qu'elle ait jamais goûté. Elle dut se retenir de pleurer. Elle avait presque fini son repas quand Raphaël arriva. Il avait l'air épuisé. Il avait ôté sa veste et sa cravate, et sa chemise blanche était froissée. Mais il sourit en voyant Léna manger. Bien, dit-il en s'installant dans la banquette en face d'elle. Vous avez besoin de manger. Que s'est-il passé? Demanda doucement Madame Thompson. Raphaël soupira. Clara et son avocat ont été arrêtés. La police a trouvé les faux documents dans sa mallette, tout ce qu'elle comptait me faire signer. Ils seront tous deux inculpés de tentative d'escroquerie et de complot. L'associé a disparu, mais on le retrouvera. Et vous aussi. Comment te sens-tu? Demanda doucement Madame Thompson. Raphaël resta silencieux un instant. Il fixa ses mains posées sur la table. Je me sens comme un idiot, a-t-il fini par dire.
Je croyais qu'elle m'aimait. J'y croyais vraiment. 6 mois de ma vie gâchée avec quelqu'un qui ne faisait que se servir de moi. Tu n'es pas idiote, dit soudain Léna. Les deux adultes la regardèrent avec surprise. C'était une bonne menteuse. Ce n'est pas de ta faute. L'expression de Raphaël s'adoucit. Merci Léna. C'est gentil de votre part. C'est vrai, insista Léna. Les mauvaises personnes sont passées maîtres dans l'art de la dissimulation. J'en ai croisé des tas dans la rue. Elles sourient et font les gentilles, mais en réalité, elles ne cherchent qu'à soutirer de l'argent. Tu n'es pas bête de croire quelqu'un. Tu es juste gentil. Raphaël sourit, un vrai sourire cette fois. Tu es une enfant intelligente, tu sais? Léna haussa les épaules et prit une autre bouchée de son hamburger. Raphaël commanda un café et resta assis tranquillement pendant que Léna finissait de manger. Lorsqu'elle eut terminé, il croisa les mains sur la table et la regarda sérieusement. Très bien, dit-il. Il faut qu'on parle de la suite. Pour toi. L'estomac de Léna se noua d'effroi. C'était le moment. Celui où il lui dirait qu'il avait changé d'avis. Il avait été ému plus tôt, mais il se rendait compte maintenant qu'aider un enfant sans abri lui demandait trop d'efforts. J'ai une maison à une vingtaine de minutes d'ici, dit Raphaël. Elle est grande, trop grande même. 6 chambres. J'y vis seul. C'est ainsi depuis le décès de ma femme. Il marqua une pause. J'aimerais que tu viennes vivre là-bas. Avec moi. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment? Confirma Raphaël. Tu auras ta propre chambre. Votre propre salle de bain. Un lit. Des vêtements propres. 3 repas par jour. Et on te remettrait à l'école. Tu devrais être en 6e, non? Je suppose, balbutia Léna. Elle avait arrêté l'école après sa fugue. Mais pourquoi? Tu ne me connais même pas. J'en sais assez, dit Raphaël. Je sais que tu es courageux. Je sais que tu es honnête. Je sais que tu as tout risqué pour aider un inconnu parce que tu pensais que c'était la bonne chose à faire. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es. Mais si je ne suis pas faite pour vivre dans une maison? Demanda Léna, nerveuse. Ça fait 2 ans que je vis dans la rue. Je ne sais plus comment faire, comment être normale. Raphaël tendit la main par-dessus la table et posa doucement la sienne sur la sienne. Alors on trouvera une solution ensemble. Je ne t'attends pas à être parfaite, Léna, je t'attends juste à essayer. Tu peux faire ça? Léna sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle essaya de les retenir, mais elles coulèrent malgré tout. Oui, murmura-t-elle. Je peux essayer. Bien, dit doucement Raphaël. C'est tout ce que je demande. Madame Thompson tendit une serviette à Léna pour qu'elle s'essuie les yeux. Nous devrons suivre la procédure, dit-elle à Raphaël. Services sociaux, documents de tutelle légale. Je sais, dit Raphaël. Je vais appeler mon avocat. Mon véritable avocat, pas le criminel qui travaillait avec Clara. Nous suivrons scrupuleusement la procédure. Mais en attendant, Léna a besoin d'un endroit sûr où dormir cette nuit. Je ne vais pas la renvoyer dormir dans une église. D'accord, dit Madame Thompson. Raphaël regarda de nouveau Léna. Tu as besoin de quelque chose? Absolument rien. Léna réfléchit un instant. Je peux prendre une douche? Une vraie douche, avec de l'eau chaude et du savon. Le regard de Raphaël était triste, mais il sourit. Bien sûr. On s'arrêtera d'abord dans un magasin pour t'acheter des vêtements propres. Ensuite, on rentrera. Puis la douche la plus longue et la plus chaude que vous puissiez imaginer. Ce soir-là, Léna se trouvait dans la plus grande salle de bain qu'elle ait jamais vue. Le sol était en marbre blanc, un immense miroir trônait et la douche était équipée de portes en verre. Des serviettes moelleuses étaient suspendues à un sèche-serviette chauffant. Il y avait un savon de luxe au parfum de lavande. Elle resta sous la douche pendant 45 minutes, regardant 2 ans de crasse et de saleté s'écouler dans la bonde. Elle se lava les cheveux 3 fois. Elle frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rose et propre. Une fois sortie, elle s'enveloppa dans une serviette plus douce que toutes les couvertures qu'elle avait jamais possédées. Elle se brossa les dents avec une brosse à dents neuve. Elle se peigna les cheveux mouillés avec un vrai peigne. La jeune fille qui la regardait dans le miroir était différente de celle qu'elle avait vue le matin même. Plus propre. Mais aussi autre chose d'encourageant. On a frappé à la porte. « Léna, ça va ?» demanda la voix de Raphaël. « Oui », répondit Léna. « Ça va. Ta chambre est la 2e porte à gauche. J'ai mis les vêtements qu'on a achetés sur le lit. Descends quand tu seras prêt, Léna enfila ses nouveaux vêtements, un pyjama doux à étoiles. Il lui allait à merveille.
Puis elle parcourut le couloir en admirant chaque détail. Les murs étaient ornés de tableaux. Le sol était en bois lustré. Tout était propre, beau et sûr. Sa nouvelle chambre était plus grande que certains des endroits où elle avait dormi ces 2 dernières années. Il y avait un vrai lit avec un matelas épais et des oreillers moelleux. Il y avait un bureau, une bibliothèque et une fenêtre avec des rideaux. Raphaël avait même posé un ours en peluche sur le lit. Léna prit l'ours et le serra fort contre elle. Puis elle descendit. Raphaël était dans la cuisine en train de préparer un chocolat chaud. « Tu te sens mieux » demanda-t-il. « Beaucoup mieux » répondit Léna. Il lui tendit une tasse garnie de guimauve. Ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine, sirotant leur boisson dans un silence agréable. « J'ai peur » finit par avouer Léna. « Et si ça ne marche pas ? Et si tu décides que je te cause trop de problèmes ?» Raphaël posa sa tasse et la regarda sérieusement. « Léna, je vais te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes vraiment, d'accord ?» Elle hocha la tête. « J'ai perdu ma femme il y a 10 ans, dit Raphaël. Après son décès, je me suis plongé dans le travail. J'ai développé mes entreprises. J'ai créé la fondation. Je m'occupais tellement que je n'avais pas à penser à la solitude. Puis Clara est arrivée, et j'ai cru avoir enfin trouvé quelqu'un pour combler ce vide. Mais je me trompais. Elle ne voulait pas être ma partenaire. Elle voulait juste mon argent. » Il marqua une pause pour rassembler ses idées. « Aujourd'hui, une jeune fille de 12 ans a tout risqué pour m'empêcher de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu aurais pu rester caché. Tu aurais pu te protéger. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de m'aider. C'est toi qui m'as aidé en premier, dit Léna d'une voix douce. Ta fondation. La nourriture et les fournitures scolaires. Je ne l'ai jamais oublié. Et c'est précisément ce que je voulais dire, a déclaré Raphaël, la voix chargée d'émotion. Nous nous sommes entraidés. Voilà ce que fait une famille. Une vraie famille. Pas le genre de famille factice que Clara prétendait être. La vraie famille est présente dans les moments importants. La vraie famille dit la vérité, même quand c'est difficile. La vraie famille prend soin les uns des autres. Il tendit la main par-dessus la table et prit les siennes. Je sais que je ne suis pas ton père. Je sais que je ne pourrai jamais remplacer ta mère. Mais si vous me le permettez, j'aimerais essayer de devenir comme une famille pour vous. De vous offrir la vie que vous méritez. La vie que votre mère aurait souhaitée pour vous. » Les yeux de Léna se remplirent de nouveau de larmes. « Et si je fais une erreur ? » « Alors tu feras une erreur, » répondit simplement Raphaël. « Et nous la surmonterons ensemble. » C'est ce que font les familles. Elles font des erreurs, elles se pardonnent et elles continuent d'essayer. « D'accord, » murmura Léna. « D'accord. » Ils ont fini leur chocolat chaud. Raphaël a montré à Léna comment utiliser la télécommande et le thermostat. Il a noté son numéro de téléphone sur un bout de papier et l'a posé sur sa table de chevet. « Si tu as besoin de quoi que ce soit la nuit, si tu as peur, si tu as faim ou si tu veux juste parler, appelle-moi. Même s'il est 3 heures du matin. » Compris ? Léna acquiesça. « Bien. Maintenant, repose-toi. Demain, on commencera les démarches pour t'inscrire à l'école. Et on ira acheter d'autres vêtements. Et peut-être qu'on prendra une glace pour le dîner, pourquoi pas. » Léna sourit. « Une glace pour le dîner, ça me tente bien. » Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, sous des draps propres et des couvertures chaudes, Léna n'arrivait pas à dormir. Non pas qu'elle soit mal à l'aise ou effrayée, mais parce qu'elle était heureuse. Et le bonheur était un sentiment qu'elle avait presque oublié. Elle repensait à la façon dont sa vie avait basculé en une seule journée. Ce matin-là, elle était une jeune fille sans abri, dormant dans une église. Ce soir-là, elle était en sécurité, le ventre plein, vêtue de vêtements propres et entourée de quelqu'un qui se souciait d'elle. Tout cela parce qu'elle avait dit la vérité. 6 mois plus tard, Léna était assise à la table de la cuisine, en train de faire ses devoirs. Des problèmes de maths, des fractions. Elle avait rattrapé son retard scolaire malgré 2 années d'absence. Raphaël avait engagé un tuteur pour l'aider et elle travaillait dur. Raphaël entra par la porte d'entrée en desserrant sa cravate. « Salut gamin. Comment s'est passée ta journée ? » « Bien. » Léna a dit, « J'ai eu un A à ma dissertation d'anglais. Bravo à moi. » Raphaël sourit. « Et si on fêtait ça ? Une pizza ce soir ? » « Tu veux toujours fêter ça avec une pizza ?» taquina Léna. « La pizza est le plat de fête universel, » déclara Raphaël d'un ton sérieux. « C'est un fait avéré. » Léna rit. Elle riait beaucoup ces derniers temps. La vie avec Raphaël était belle. Mieux que belle, c'était tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. Ils dînaient ensemble tous les soirs.
Il l'aidait à faire ses devoirs. Il assistait à ses événements scolaires. Il lui a appris à faire du vélo et à jouer aux échecs. Il lui a aussi enseigné les rudiments de la gestion d'une entreprise. Parfois, il l'emmenait dans son bureau et lui montrait comment tout fonctionnait. Un jour, disait-il, tu voudras peut-être diriger la fondation. Ou créer ta propre entreprise. Quoi que tu décides de faire, je te soutiendrai. La fondation Anderson se portait mieux que jamais. Le procès pénal de Clara étant médiatisé, l'histoire de Raphaël avait été largement connue. Les dons affluaient. Ils avaient pu ouvrir 2 nouveaux centres d'hébergement et un programme de formation professionnelle. Raphaël avait également lancé une nouvelle initiative pour aider les jeunes sortants du système de placement familial. Si tu ne m'avais pas prévenu pour Clara, elle aurait détruit la fondation, dit-il à Léna. Alors maintenant, nous allons aider encore plus d'enfants comme toi. Des enfants qui ont besoin d'une seconde chance. On a frappé à la porte d'entrée. Raphaël alla ouvrir. Léna entendit des voix, celle de Madame Thompson et celle d'un agent des services sociaux. Ils entrèrent dans la cuisine avec des papiers. Léna, dit Raphaël, la voix tremblante d'émotion. Le juge a signé les papiers aujourd'hui. L'adoption est définitive. Tu es officiellement ma fille maintenant. Le cœur de Léna battait la chamade. Vraiment? Vraiment? Répéta Raphaël, les larmes ruisselant sur ses joues. Si tu le veux. Léna se jeta de sa chaise dans ses bras. Il la rattrapa et la serra fort contre lui, et tous deux pleurèrent de joie. Ça veut dire que je peux t'appeler papa? Demanda Léna, la voix étouffée contre son épaule. Raphaël se recula légèrement pour la regarder en face. Ce serait un honneur pour moi si tu m'appelais papa. D'accord, dit Léna en souriant à travers ses larmes. D'accord papa. C'était le plus beau mot qu'elle ait jamais prononcé. Madame Thompson s'essuya les yeux. Félicitations à vous deux. Ce soir-là, après le départ de l'assistante sociale, une fois la pizza terminée et les festivités terminées, Léna et Raphaël s'assirent sur la véranda, à regarder les étoiles apparaître. Tu sais ce qui est drôle? Dit Léna. Quoi? Demanda Raphaël. Clara pensait pouvoir te berner pour que tu fasses partie de sa famille. Elle avait tous ses faux papiers et ses plans. Mais en réalité, elle n'a jamais voulu faire partie de la famille. Elle voulait juste votre argent. C'est vrai, acquiesça Raphaël. Mais je suis devenue votre famille sans l'avoir prévu, poursuivit Léna. Je ne voulais même rien de vous. Je voulais juste aider. Et maintenant? Sa voix s'est éteinte, bouleversée par l'ampleur des changements survenus dans sa vie. Et maintenant, nous sommes coincés ensemble, dit Raphaël avec un sourire. C'est tant mieux. C'est tant mieux, renchérit Léna. Ils restèrent assis dans un silence paisible, 2 êtres qui s'étaient sauvés mutuellement, contemplant les étoiles et songeant que parfois, les meilleures familles sont celles qu'on choisit. Clara Brown fut condamnée à 7 ans de prison pour fraude et complot. Son avocat écopa de 5 ans. Son associé a été arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays et a écopé de 3 ans de prison. Raphaël ne s'est jamais remarié. Il n'en avait pas besoin. Il avait tout ce qu'il désirait. Une entreprise florissante, une fondation qui aidait des milliers de personnes et une fille qui le faisait rire chaque jour. Et Léna? Elle est devenue forte, gentille et courageuse. Elle a fait des études de commerce. À son retour, elle a participé à la gestion de la fondation Anderson, qui se consacre à l'aide aux jeunes sans-abri. Elle n'a jamais oublié ce que c'était que de dormir dans une église, transie de froid, seule et terrifiée. Des années plus tard, quand on lui demandait comment elle avait réussi à avoir une vie aussi extraordinaire, elle racontait toujours la même histoire. J'étais sans abri et je vivais dans une église, disait-elle. J'ai surpris une conversation qui révélait un terrible complot. J'aurais pu me taire. J'aurais pu rester en sécurité. Mais au lieu de cela, j'ai dit la vérité. Et ce moment de courage a tout changé. Elle souriait et ajoutait, la meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est d'avoir arraché ce millionnaire à son mariage. Parce que 5 secondes plus tard, quand il a entendu cet enregistrement, nous avons tous les deux été sauvés. Il a été sauvé d'une femme qui aurait détruit sa vie. Et moi, j'ai été sauvé de la rue. On s'est sauvés mutuellement. Et voilà la vérité sur la famille, la vraie famille. Ce n'est pas une question de sang, de papier ou de mariage. C'est une question d'être présent quand c'est important. Il s'agit de dire la vérité, même quand c'est difficile. Il s'agit de se sauver mutuellement. C'est ce que Lina et Raphaël ont fait. Ils se sont sauvés mutuellement. Et ils ont vécu heureux, se soutenant l'un l'autre jusqu'à la fin de leur jour. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai eu à le créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises.
Dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.